Ce que nous explique donc Elias, c'est que à partir des débuts de la modernité, d'abord dans les classes supérieures et aristocratiques, puis par diffusion dans l'ensemble de la société, l'impératif fondamental est typiquement individualiste, c'est le contrôle de soi, parce qu'évidemment, si on doit se contrôler, cela ne peut être qu'à partir du moment où le soi, c'est-à-dire ici l'individu, le sujet, prend une dimension normative importante, et ce n'est plus simplement la société qui dicte depuis sa transcendance, en quelque sorte, ces normes. Dans les sociétés de cour, qui vont finir par devenir la société elle-même, d'après Elias, le mal, ne prend plus la figure de l'ennemi extérieur, du soldat qu'il faut vaincre, mais le mal tend de plus en plus à s'identifier à nos instincts, à nos pulsions, à tout ce qui, dans notre corps, justement, n'est pas maîtrisé. Et donc, la nécessité la plus importante va être, le combat le plus important, le combat de toute une vie, en un sens, va être de chercher à maîtriser nos passions, nos désirs, nos pulsions. Et Elias recourt, c'est un sociologue, mais il recourt à la catégorie de Freud du surmoi. Le surmoi, c'est l'ensemble des règles, des impératifs, des interdits dont nous héritons pour Freud de notre famille, pour le dire vite. Pour Elias, en réalité, il y a un surmoi social aussi. L'apparition du surmoi, c'est-à-dire des règles, mais des règles intériorisées, c'est-à-dire c'est moi qui m'interdis d'eux, et ce n'est pas la société, encore une fois, qui de l'extérieur, ça ne veut pas dire que ces règles sociales extérieures ont disparu, mais elles ne sont plus le point fondamental dans des sociétés individualistes. Ce qui est fondamental, ce sont les normes que chaque sujet, que chaque individu a intériorisées. Et évidemment, le surmoi peut avoir une dimension, je dirais, extrêmement répressive. Il est la figure de ce que je m'interdis dans le champ amoureux, pour ce qui nous concerne, puisque je parle de ça, dans le champ amoureux, dans le champ des conduites sexuelles. Mais en même temps, et c'est là où on retrouve le paradoxe initial, puisque c'est, si j'ose dire, mon surmoi, ce n'est plus la norme, ou l'idéal, ou l'exigence du prêtre, ou du père, ou de la mère, ou de la famille, c'est mon surmoi, si je puis dire. De ce point de vue-là, j'ai une certaine liberté, l'individu acquiert une certaine liberté dans sa définition. Et Elias montre que, au fond, c'est dans le champ amoureux de l'intime, sur lequel je vais insister dans un instant, mais déjà aussi dans le champ sexuel que l'on voit le mieux ces mutations, puisque il fait la remarque à un moment que l'apparition, il a été étonné, qu'au fond on ne s'est pas étonné, mais qu'on aurait dû s'étonner dans les années 50 ou 60, de l'apparition sur les plages, désormais déserte et interdite à la circulation, mais enfin, sur les plages, l'apparition de maillots de bain fort dénudés, en particulier pour les femmes, le monokini, etc. Et alors évidemment, comme sociologue de l'historicité, son objet, ça a toujours été le comportemental, quels sont les comportements des individus, les conduites, les instincts. Lui, ce qui l'a étonné, c'est que c'est grosso modo, je dirais, l'apparition de ces corps, pas forcément nus, mais plus ou moins dénudés, n'a pas provoqué, fort heureusement d'ailleurs, mais n'a pas provoqué de violence particulière, comment dirais-je, de pulsions instinctives qui se soient développées, ou plus exactement, si cela a suscité, et si ça suscite toujours des désirs de la part de ceux qui voient, ils voient, mais ils ne touchent pas, quoi. Bon. Donc, Elias explique qu'il aurait été totalement impensable dans des sociétés qui n'avaient pas élaboré un tel contrôle de soi, il aurait été totalement impensable que de tels comportements vestimentaires ou non vestimentaires, en l'occurrence, qu'une telle exhibition d'une forme de nudité partielle ou totale, il aurait été impensable qu'elle ne provoqua pas, dans des sociétés pré-individualistes des comportements violents. Autrement dit, d'ailleurs, c'est aussi peut-être d'ailleurs un élément, vous m'en excuserez, je fais souvent le parallèle avec ce qu'on vit, enfin, on vit confiné, ça change quand même un peu les choses. C'est un élément qu'on peut vérifier, à savoir que vous avez toujours des gens qui insistent sur le fait que, par exemple, le confinement n'est pas respecté autant qu'il le devrait. Bon. On peut être beaucoup plus étonné, surpris qu'il le soit autant qu'il l'est. Parce que, et Elias nous aide à penser ça, c'est-à-dire qu'il y a un autocontrôle, une intériorisation de la norme, en l'occurrence ici la norme c'est rester chez vous, qui est à mon avis plus remarquable,
je ne veux pas dire c'est bien ou c'est mal, bon, c'est plutôt bien compte tenu du contexte, très bien, mais je veux dire qui est plus remarquable au sens qui mérite d'être remarqué, à savoir que nous sommes des individus bien conscients de n'avoir, je répète, qu'un seul corps, donc bien conscients de ne pas vouloir le mettre en péril, en l'occurrence en sortant de chez nous, pour ce qui nous concerne dans l'état actuel des choses, et que donc ce qu'il faut noter, c'est précisément que nous avons intériorisé parfaitement, ou en tout cas peut-être pas tous, mais la plupart d'entre nous, et dans tous les pays du monde, ont intériorisé cette idée, en tout cas surtout dans les pays occidentaux, que l'individu, au fond, est une valeur, le corps est une valeur, et que nous devons faire en sorte de le préserver. Et le triomphe des gestes barrières est une autre modalité du contrôle de soi à la Norbert Elias. Alors évidemment, jusque-là, on peut dire, et bon, je dirais pour ma part, que on est, si on prend les choses du point de vue de la liberté, de la servitude, on est plutôt, avec ces mécanismes d'autocontrôle, dans un gain de liberté, même si cette liberté, comme toute liberté, ne va pas sans limite, mais ce sont des limites qui sont des limites que chaque individu, pour lui-même, mais en regard de la société tout de même, mais pour lui-même, fixe, sans qu'il lui soit fixé de manière définitive par avance. Mais, et l'utilisation même par Elias du terme de surmoi doit nous mettre sur la piste du fait que cet autocontrôle peut très vite devenir aussi un regard inquisitorial, un regard extrêmement, je dirais, négatif porté sur soi-même. Ce n'est plus encore une fois la société qui de l'extérieur condamne les individus, c'est l'individu qui lui-même va porter sur lui-même un regard de jugement, qui va s'empêcher, qui va s'interdire, qui va se limiter. Et si le mot de surmoi, évidemment, a un sens, c'est que Freud explique, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais que le surmoi, qui est à la source de ce qu'on va appeler la morale, est aussi une instance de cruauté. C'est-à-dire le fait d'avoir le regard tellement porté sur ses comportements que finalement on va porter à nos manières d'être les plus, je dirais, les plus spontanées, les plus instinctives, on va porter sur elles un regard négatif, un regard critique, un regard même quasiment pour Freud obsessionnel. Freud aura développé, Elias reprend un certain nombre de ces aspects, aura développé, je dirais, le caractère le plus spectaculairement négatif, si je puis dire, du surmoi, en parlant de ce qu'il appelait, Freud, les troubles obsessionnels compulsifs. Plutôt, Freud appelait ça les névroses obsessionnelles. Nous, on appelle ça maintenant les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Bon, c'est-à-dire, l'individu qui, ramené à lui-même, va se sentir obligé, dans certains cas extrêmes, il y a plusieurs types de TOC, mais de nettoyer, là aussi, on n'a pas quitté l'hygiénisme actuel, de se laver les mains, pendant 20 fois par jour, de nettoyer la poignée de sa porte une quinzaine de fois avec du gel hydroalcoolique, si on a la chance d'en trouver, ce qui n'est pas le cas pour moi. Autrement dit, il y a dans cette intériorisation de la norme quelque chose d'effectivement ambivalent, et c'est maintenant que je vais parler de cette ambivalence du point de vue négatif, c'est-à-dire que un corps laissé à lui seul, un individu laissé à son propre contrôle, est aussi un individu qui très vite va pouvoir ne plus trouver de limite au jugement qu'il porte sur lui et sur ses actions. Alors, je vais l'exploiter cette fois-ci, ou essayer de développer ce point du côté du sentiment amoureux, qui n'est évidemment pas sans lien avec le désir sexuel, mais qu'on peut, pour une partie au moins, pas séparer, mais en tout cas articuler à lui. Et je vais citer un auteur que j'avais déjà cité dans une séance précédente, qui est Benjamin Constant. Et si vous vous souvenez de Benjamin Constant, c'est celui qui écrit contre Rousseau le texte qui s'appelle « De la liberté des modernes comparée à celle des anciens ». Et c'est vraiment le représentant du libéralisme politique, c'est-à-dire quelqu'un qui défend l'individualisme et qui appelle liberté des modernes, justement, la liberté de choisir sa vie dans son champ professionnel, autrement dit, c'est la liberté du marché, et choisir sa vie aussi dans le champ de l'intime. Et au fond, la thèse, rappelez-vous, c'était de dire que finalement, la vie d'un individu, elle est faite de sa vie familiale et intime, enfin pas forcément familiale, de sa vie amoureuse et intime, et puis de sa vie professionnelle, et que le troisième terme, la politique,
il faut le laisser aux professionnels de la chose, hein, c'est-à-dire aux représentants et aux élus. Mais on ne peut plus demander à un individu moderne, libre au sens moderne, d'être en permanence engagé politiquement. Au fond, ce n'est plus là qu'est le centre de gravité de son existence. Le centre de gravité de son existence, il est dans son corps, au sens littéral du terme, c'est-à-dire dans le travail, d'une part, et dans le soin amoureux, ou la vie amoureuse, pardon, ou sexuelle de l'autre. Bon. Alors jusque-là, je dirais qu'on a le Benjamin Constant classiquement libéral, individualiste, et qui a plutôt une conception, je dirais, de l'individualisme heureux. C'est-à-dire que c'est une libération encore une fois, de passer de la liberté des anciens qui était extrêmement, au fond, coercitive, à la liberté des modernes. Mais il se trouve que Benjamin Constant n'était pas seulement un philosophe, c'est d'ailleurs pas vraiment un philosophe, c'est pas seulement quelqu'un qui travaillait dans le champ de la théorie politique, c'est aussi un écrivain. Et il a écrit un certain nombre de romans, pas tout à fait, pas, à mes yeux, pas extraordinairement remarquables, sauf un, qui n'est pas très connu parce qu'il a dû certainement souffrir, mais ça, Benjamin Constant ne pouvait pas le deviner. Il a dû souffrir de son titre, historiquement, puisqu'il s'appelle Adolphe, et que Benjamin Constant écrit ce livre en 1816. Donc, je répète, il s'agit ici d'un roman. Et ce qui est très intéressant, c'est de comparer la thèse philosophique de Benjamin Constant, que j'ai rappelé rapidement là, c'est-à-dire valorisation de la liberté de l'individu, la liberté moderne, et de la comparer au roman de Benjamin Constant, et à Adolphe en particulier, c'est-à-dire cette fois-ci, on n'est plus sur le champ de la norme, qu'est-ce que Benjamin Constant, comme penseur, défend comme type de liberté, mais de la manière dont cette nouvelle norme de l'individualité va interagir sur le comportement et la vie affective des individus concrets. Alors, qui est Adolphe ? Adolphe, c'est un jeune bourgeois qui vit sous le Directoire, hein, donc aux alentours des années 1790. Et c'est important de dire qu'il vit sous le Directoire parce que ça veut dire qu'il est trop jeune pour avoir fait de la Révolution française, pour participer à la Révolution française, et puis on n'est pas encore à l'Empire napoléonien. Autrement dit, il vit dans une période qu'on va dire extrêmement médiocre politiquement, parce qu'il n'a pas de souci d'engagement politique. Il est vraiment dans la période, il y en aura plusieurs dans l'histoire au XIXe siècle, mais la première période, on pourrait dire vraiment de la bourgeoisie, comment dirais-je, calme, dans laquelle la réussite politique, il n'y a plus d'engagement, je dirais, dans le champ de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie. Autrement dit, il ne reste que deux champs, et ça vérifie la thèse de Benjamin Constant, il n'y reste que deux champs de l'expérience où faire quelque chose, si je puis dire. La réussite sociale, autrement dit faire de l'argent, et c'est ce pourquoi d'ailleurs Adolphe est j'allais dire programmé par son père, par sa classe, ou alors la réussite amoureuse, hein, et si possible les deux. Bon. Et alors, il se trouve que Adolphe rencontre une femme qui s'appelle Éléonore, et qui déjà est une femme de 10 ans son aînée, ce qui n'est pas très bien vu, qui est veuve, elle a déjà été mariée, donc c'est encore moins bien vu, et qui, elle, d'ailleurs, il faut le noter, contrairement à Adolphe, qui est un bourgeois, elle vient du milieu aristocratique. Et il la rencontre, et puis il ressent une passion amoureuse, se met en place, dans le récit n'est fait que de cela d'ailleurs, d'une passion amoureuse, en tout cas d'une passion amoureuse au sens où elle, comme elle est la représentante de la classe aristocratique, c'est une romantique encore, en quelque sorte, donc elle est vraiment très amoureuse de lui, et lui, il est attaché à elle, mais comme le dit à un moment Constant, je cite, hein, dès que je voyais sur son visage une expression de douleur, hein, dès que je voyais sur le visage d'Éléonore une expression de douleur, sa volonté devenait la mienne. Autrement dit, il est quelqu'un, il est l'individu moderne dans toute sa quintessence, c'est-à-dire il a des attachements, mais il n'a pas des attachements absolus, précisément parce qu'il est libre. Autrement dit, il est sans esprit, et tout le roman est fait de cela, il est sans esprit entre des impératifs contradictoires, des injonctions contradictoires, puisqu'il a cette histoire amoureuse qui va s'étaler sur des années, hein,
qui va s'arrêter, puis reprendre, etc. Mais qu'elle lui prend tellement de temps, littéralement, qu'il ne peut pas faire ce pourquoi il est censé être fait, c'est-à-dire, en l'occurrence, des affaires. Au fond, c'est un roman qui est vraiment un roman déceptif, c'est-à-dire que la société, d'ailleurs, qui l'entoure ne comprend pas cette passion. Son père ne cesse de lui dire enfin, qu'est-ce que tu fais avec cette femme que tu n'aimes pas vraiment, bon, pourquoi est-ce que tu sacrifies toute ta réussite sociale avec, par un amour que tu ne ressens pas vraiment. Et Adolphe ne sait pas quoi répondre, mais il y a une autre phrase de Benjamin Constant qui dit tout en m'intéressant, enfin c'est un roman écrit à la première personne, hein, donc c'est Adolphe qui parle, tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi. Tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi. Et cette phrase est à mon avis très révélatrice de ce qu'on pourrait appeler le sentiment en régime libéral. C'est-à-dire un sentiment individualiste, je ne m'intéresse qu'à moi, mais cet intérêt à porter à soi-même est un intérêt faible. J'avais dit à un moment, je crois, quand j'avais parlé de Benjamin Constant dans sa version politique, au fond, si on veut définir le libéralisme, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais si on veut le définir, à mon avis, la meilleure définition, c'est anti-sacrificiel. Il n'y a rien, il n'y a aucune valeur, aucune norme qui justifie que je sacrifie pleinement mon existence. En particulier, pas de normes politiques. Mais évidemment, le revers, parce que les sociétés sacrificielles sont généralement très cruelles, donc c'est une bonne chose sans doute d'y renoncer, mais le revers, c'est que du coup, les grandes passions amoureuses, à la Roméo et Juliette, pour lesquelles on est prêt à mourir, littéralement, disparaissent. Et au fond, la force du roman de Benjamin Constant, c'est de mettre en scène ce que j'appellerais le renversement de l'individualisme radical en oubli de soi. Parce que littéralement, toute l'histoire, d'ailleurs il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, mais on voit Adolphe, passer à côté de sa vie. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça dure des années, il la voit, Éléonore, il la quitte, il revient vers elle, et pendant ce temps, toutes les occasions qu'il aurait de réussir, si je puis dire, sa vie, c'est-à-dire en l'occurrence de faire des affaires, hein, toutes ces occasions, il les perd. Mais il les perd parce qu'au fond, finalement, il n'arrive pas à se convaincre que la vie réussie, c'est la vie boursière, si je puis dire. C'est la vie économique. Au fond, il est ballotté entre une passion légère, hein, encore une fois, elle l'aime, mais lui, il l'aime plus ou moins, on va dire. Bon, on ne sait pas trop s'il l'aime, enfin, en tout cas, elle existe pour lui. Et puis sa douleur, la douleur qu'Éléonore ressent quand il la quitte, fait qu'à chaque fois, il revient, parce qu'au moins, je dirais, d'une certaine manière, là, il se sent exister à travers les effets qu'il fait à cette femme. Il est pris donc entre cette passion faible et puis un intérêt faible à faire des affaires, parce qu'au fond, il n'a quand même pas non plus une sorte de fascination pour l'argent, contrairement à ce que son père aimerait bien qu'il ait. C'est-à-dire qu'il est véritablement, on peut dire, la figure du velléitaire. Et cela dure des années. Et c'est quelqu'un, si j'ose dire, bien que ce soit Benjamin Constant qui a écrit ce roman, c'est l'inconstance même. Hein. Je cite le roman. Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver. Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver. Ça veut dire, au fond, il fait semblant d'aimer vraiment Éléonore comme Éléonore l'aime, parce que finalement, il arrive à se convaincre que c'est le seul moyen d'avoir une intensité dans son existence. Et il finit par, encore une fois, se convaincre qu'il est effectivement amoureux, donc il essaie de rejouer la scène du sacrifice à la Roméo et Juliette, mais dans des conditions de la vie bourgeoise, ce qui finalement ne marche pas. C'est vraiment la figure, si je puis dire, du loser. Et du loser... même pas magnifique, quoi. C'est-à-dire du loser qui, au fond, est victime de sa propre liberté, parce que finalement, et c'est très intéressant encore une fois de voir que c'est Benjamin Constant, c'est-à-dire quelqu'un qui est extrêmement favorable à la liberté des modernes, qui néanmoins a la lucidité de voir que cette liberté peut devenir une charge, peut devenir quelque chose dont nous ne savons littéralement pas quoi faire. Et Adolphe, au fond, passe sa vie à ne pas savoir quoi faire de sa vie, parce que il est pris toujours entre deux sentiments, mais qui sont des sentiments faibles, ou devenir riche, enfin il est déjà un peu riche, mais ou devenir encore plus riche, ou alors s'installer dans une vie familiale. Mais donc, vie familiale, elle est exclue, puisque à cette époque-là, on ne peut pas épouser une femme qui est veuve. Je suis obligé de spoiler, je m'en excuse. Éléonore meurt, et au moment où elle meurt,
c'est-à-dire au moment précis où on pourrait dire, eh bien, Adolphe va enfin pouvoir cette fois-ci faire quelque chose de sa vie. Ça ne se passe pas du tout comme c'était envisageable. Benjamin écrit combien elle me pesait cette liberté que j'avais tant regrettée, combien elle me pesait cette liberté que j'avais tant regrettée, la liberté de ne plus être tenu à cet amour avec pour Éléonore. Et il ajoute, je lis toujours, Yves et Adolphe, n'a fait aucun usage d'une liberté reconquise au prix de tant de douleurs et de tant de larmes. C'est comme ça que se termine le roman, donc on ne sait pas ce qui va arriver à Adolphe. Enfin, cette phrase nous dit qu'en fait, il ne va rien lui arriver. Il n'a fait aucun usage de cette liberté reconquise, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière trop tard. Il est tellement inconstant que finalement, il a perdu même les raisons de faire croire qu'il avait une raison de vivre. Il l'a perdu en même temps qu'Éléonore. À la fin des fins, Adolphe ne veut plus être libre parce qu'il comprend que cette liberté le laisse seul. Donc on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais enfin on peut imaginer qu'en réalité la liberté dont il est l'incarnation, la liberté individuelle dont il est l'incarnation, aura été aussi radicale qu'abstraite finalement. Il n'aura pas su d'une certaine manière organiser véritablement sa vie autour d'elle. Alors en un mot, c'est effectivement là l'aspect, c'est volontairement que j'ai cité un auteur qui par ailleurs est philosophiquement tout à fait favorable au libéralisme. On a quand même là pour le coup, et c'est la question que je vais poser dans la troisième partie, on a une tension entre ce qui est d'une part valorisable du point de vue du droit, c'est-à-dire le fait qu'après tout, comme Adolphe, un individu a le droit d'aimer qui il veut aimer, si je puis dire, bon. Et ce ne sont pas des conditions sociales, le fait qu'elle soit plus âgée que lui, le fait qu'elle ait déjà été mariée, le fait qu'il ne soit pas exactement dans la même classe, ce n'est pas cela qui doit être déterminant, du point de vue du droit, je répète, mais qu'évidemment, il y a une tension parce que cette liberté nouvelle peut aussi créer de la douleur, tout simplement dans les moments où nous ne savons pas quoi faire de cette liberté. Et que c'est, je dirais, sur ce plan-là qu'il faut, à mon avis, envisager la question la question de laquelle j'étais parti, à laquelle je vais essayer de répondre dans la troisième partie, la question suivante, donc, est-ce que l'individualisme se retourne nécessairement contre l'individu, ou, dans les termes de Benjamin Constant, est-ce que la liberté des modernes se retourne nécessairement contre les modernes eux-mêmes, ou, en d'autres termes, est-ce que Adolphe n'aurait pas été plus heureux, ou moins malheureux du moins, dans une société dans laquelle il n'aurait pas eu chaque jour à se poser la question: que dois-je faire de mon corps, que dois-je faire de mes sentiments?